Chaque minute, plus d'un bébé naît en France. Face à eux, nous avons tous les mêmes réactions. On devient gaga, on leur parle, on les couvre d'attention et de câlins. Mais que perçoivent-ils exactement et peuvent-ils interagir avec nous? C'est ce que nous allons découvrir. Ça y est, bébé est là. Lorsqu'elle regarde son petit Hicham, né il y a 2 jours, sa maman Fatma se pose la grande question que vous vous êtes sûrement déjà posée vous aussi. Je ne sais pas s'il nous voit à cet âge-là, à la naissance, et si c'est en couleur ou en noir et blanc. Alors, le nouveau-né est-il aveugle, comme on l'a cru pendant des années? Réponse d'Arlette Stréry, la grande spécialiste de la perception néonatale. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il voit. La deuxième chose qui est sûre, c'est qu'il voit certaines couleurs. Et oui, lorsque bébé vous regarde fixement, il vous voit. Des études ont même montré qu'il était capable de suivre un objet du regard. Mais à votre avis, est-ce qu'il vous voit comme vous le voyez? Eh bien, pas exactement. Il voit flou. Son acuité visuelle est de 1/10. Sa vision est encore très limitée. Son champ de vision est restreint. Enfin, il perçoit très mal les couleurs. Ce n'est que progressivement au fil des premiers mois que sa vision se fera plus précise. Mais pourquoi sa vision est-elle différente de la nôtre? La taille du globe oculaire et de la rétine est déjà beaucoup plus petite que celle d'un adulte. Par contre, il a une rétine qu'on appelle périphérique. Donc, il se sert de cette rétine périphérique pour voir un petit peu mieux. Il faudra attendre 6 mois pour que la partie centrale de sa rétine, la fovea, soit totalement mature et que le nourrisson ait une meilleure vue. En attendant, il est attiré par tout ce qui est contrasté et qui bouge, comme nos visages. Mais est-ce qu'il nous reconnaît? In utero, on sait maintenant que le nouveau-né entend. Donc, quand il naît, il reconnaît la voix de sa mère. Et dès qu'il voit sa maman qui lui parle, eh bien, l'association s'effectue entre une voix qu'il reconnaît et le visage qu'il n'avait jamais vu. Et oui, souvenez-vous, le fœtus mémorise la voix de sa mère. Alors à la naissance, il la combine à son visage et l'associe immédiatement. Mais qu'en est-il pour le papa et pour les proches? Arlette mène actuellement une grande étude sur le sujet à la maternité Bichat à Paris. Et voilà. Carmen est née il y a 2 jours et elle va participer à une expérience. On lui présente le visage de cette femme qui lui parle. Je vais te parler pendant quelques instants afin que tu mémorises bien mon visage et pour que tu puisses, je l'espère, me reconnaître tout à l'heure. Puis 2 photos. La personne qu'elle vient de voir et une autre qu'elle n'a jamais vue. De l'autre côté, Baya, une collaboratrice, observe ses réactions. On va regarder s'il regarde l'écran ou s'il regarde ailleurs. Et pour ça, donc, on va cliquer en fait sur un bouton quand il regarde l'écran et on déclique quand il regarde ailleurs. Ce qui fait qu'on peut avoir assez précisément les temps de regard sur ce qu'on lui a présenté. Résultat, la petite Carmen est nettement plus attirée par le visage qu'elle a déjà vu, la femme brune. C'est la preuve que bébé est physionomiste. Il fait la différence entre un visage familier et un visage inconnu. Sur 16 bébés, entre 12 et 14 regardent plus la personne qu'ils ont vue précédemment que la nouvelle personne. D'autant plus si cette personne leur a parlé en les regardant. Pour que le tout petit vous reconnaisse plus vite, il faut donc lui parler en le regardant dans les yeux. Elle est choupie. Mais un nouveau-né peut-il aussi interagir avec nous? Audrey, 31 ans, est la jeune maman comblée de Léa, 25 jours, son premier enfant. Regardez, lorsqu'elle parle à sa fille, on dirait que celle-ci lui répond. Bonjour. 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 Alors, est-ce une vue de l'esprit? Emmanuel Devouche, chercheur spécialiste des bébés, a analysé des dizaines de vidéos d'échanges entre des mamans qui parlent et leurs bébés qui vocalisent. Le petit doigt tout le développer. On a découpé la conversation du tout petit et de sa maman, comme vous pouvez le voir sur l'écran, avec la maman qui parle. Voilà, t'as les petits doigts tout bleus, tout fripés, le bébé vocalise. Emmanuel a ensuite mesuré les temps de réponse du bébé. On parle de temporalité, et ses conclusions sont surprenantes.
Cette temporalité, quand on a étudié ça de près, on s'est rendu compte qu'elle était très proche de celle d'une temporalité adulte. Elle ne peut pas être le fruit du hasard. C'est une vraie conversation avec une forme d'intentionnalité du bébé pour communiquer avec sa maman. Incroyable, bébé ne gazouille pas au hasard. Il vous répond dans un véritable échange qui lui permet de construire des liens. T'es mon bébé d'amour. Oui. Les nouveau-nés ont donc d'autres moyens de communiquer que les pleurs. Chez les adultes, un autre pilier de la communication, ce sont les expressions du visage. Lorsque nous sourions, nous sommes contents. Est-ce pareil chez le nourrisson ? Si le bébé est bien, ça va se remarquer sur son visage avec une expression qui n'est pas forcément le sourire qu'on voit après quand on est plus grand, mais qui est quand même l'idée d'une bouche qui va s'étendre et des yeux qui se plissent légèrement. Mais ces sourires nous sont-ils adressés ? C'est pas un sourire pour dire je suis heureux, pour partager. C'est un sourire qui est très égoïste entre guillemets puisqu'il ne le partage pas forcément. Mais il est là et ça va créer du lien avec les gens qui l'entourent. Ce n'est qu'autour de 2 mois que bébé commencera à sourire intentionnellement et qu'il développera un sourire plus social en réponse à des stimuli. Petite princesse. Regard, vocalise, sourire. Vous savez maintenant comment décrypter le comportement de bébé lorsqu'il est éveillé. Mais que se passe-t-il lorsqu'il dort ? Hop là. Un nourrisson dort entre 16 et 20 heures par jour. Et vous l'avez sûrement remarqué, comme la petite Léa que nous avons filmée en accéléré, il bouge énormément. Est-ce parce qu'il rêve ? À ce jour, les scientifiques n'ont aucune certitude. Mais vous allez voir que ce sommeil agité a une utilité bien précise. Explication de Patricia Franco, l'une des spécialistes de la question. Le nouveau-né a 60% de son temps de sommeil qui est en sommeil agité. C'est parce que pendant cette période de sommeil agité, il y a beaucoup d'apprentissages qui vont se faire. Il y a comme des tests au niveau des différents circuits. Il y a des influx qui vont pour faire bouger un petit peu les bras, les doigts, et puis un feedback jusqu'au cerveau. À la naissance, bébé achève de mettre en place ses circuits neuronaux en dormant. Voilà pourquoi il gigote tant dans son berceau et qu'il entrouvre même les yeux, ce qui surprend parfois les parents. En tout cas, ce qu'il faut, c'est sûrement pas se précipiter sur le bébé dès qu'il bouge. Il faut attendre parce qu'il est peut-être en sommeil agité. Puis s'il doit se réveiller, il va ouvrir complètement ses yeux et à ce moment-là, vous pourrez le prendre. Ce sommeil bien particulier est propre au nouveau-né et disparaît vers l'âge de 4 mois. Vous connaissez maintenant les raisons de l'étrange comportement du nourrisson pendant son sommeil. Et vous savez désormais qu'à peine né, il est déjà capable de communiquer. Alors parlez. La vie intra-utérine est la période la plus secrète de notre existence. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, les bébés ne font pas que dormir dans le ventre de leur mère. Ils se livrent déjà à leurs premières expériences sensorielles. Grâce à des images incroyables, vous allez tout savoir. Laura attend son premier enfant. Elle vient d'entamer son 6e mois de grossesse. Aujourd'hui, elle vient faire une échographie chez le docteur Ami pour s'assurer que son bébé est en bonne santé. Ce bébé va très bien, on voit son petit cœur qui bat, il bouge bien. Vous voyez ici son front, son petit nez, sa bouche, son menton. On voit la petite main ici avec les petits doigts, vous voyez, qui gratte un petit peu la bouche. Le bébé est en pleine forme, bien à l'abri dans le corps de sa mère, plus précisément dans l'utérus. Mais comment le bébé trouve-t-il sa place dans le ventre maternel ? L'utérus, c'est comme un ballon, il va grandir et au fur et à mesure qu'il va grandir, d'abord il va devenir visible de l'extérieur, il va pousser un petit peu vers l'avant et ensuite il va refouler les organes de Laura sur les côtés, le tube digestif, les intestins, l'estomac, etc. Tout ça va être repoussé. En 9 mois de grossesse, l'utérus passe de 8 cm de haut à 35 cm. À l'intérieur, bébé baigne dans le liquide amniotique, un liquide à 37 degrés qui le maintient au chaud et le protège de chocs éventuels. Un peu comme un airbag. Pour lui, c'est comme une petite maison. Et vous allez voir que parfois, elle devient salle de jeu. Et là, docteur, il bouge ou il est calme là? Pour l'instant, il est très calme.
Parce que hier, il n'a pas arrêté de bouger, c'est normal? Il a des tranches horaires durant lesquelles il bouge ou... Alors c'est tout à fait normal, un bébé ça dort 18 heures sur 24, en général c'est des périodes de sommeil entrecoupées de périodes d'éveil. Ça peut aller de 20 à 40 minutes de sommeil et puis il se réveille, il joue un petit peu, il s'agite et puis après il se rendort. Vous pensiez que dans le ventre de sa mère, bébé passait son temps à dormir? Pas du tout. Lors de ses périodes d'éveil, 6 heures par jour environ, il est très actif, ce qui tonifie ses petits muscles. Quand il a 3 mois, il commence à prendre possession de son territoire et il va commencer à toucher les parents, mais avec des mouvements de réflexe de répulsion. C'est-à-dire qu'il ne va pas oser toucher vraiment. Puis après, il va s'approprier l'espace et c'est comme ça qu'il va pouvoir marcher. Et là, il va pouvoir mettre la plante des pieds sur l'utérus et grimper sur cette espèce d'œuf. Et ensuite, il va se toucher lui-même, il va se caresser, il va ensuite sucer son pouce, sucer le cordon, jouer avec son cordon, etc. Tester ainsi la marche et le sens du toucher, tous les fœtus le font par instinct. Et cela aidera le nouveau-né à affronter les premiers mois de la vie. Mais qu'en est-il des autres sens? Le fœtus voit-il quelque chose dans le ventre de sa mère? Dans le ventre, le fœtus ne voit rien parce que la maman a un certain nombre de couches, il y a notamment des muscles, de la graisse et de la peau qui empêchent la lumière de passer. Donc, si vous essayez de mettre une escalope sur les yeux, vous verrez qu'on voit difficilement la lumière à travers, et surtout si vous en mettez 2 ou 3. Si le système visuel du bébé est fonctionnel dès le 6e mois de grossesse, cela ne lui sert pas à grand-chose, car dans sa petite maison, à moins bien sûr de s'exposer à une lumière vive, il fait quasiment noir. En revanche, les scientifiques ont pu observer qu'en matière de nourriture, notre fœtus a rapidement des goûts alimentaires bien arrêtés. Le fœtus a développé son sens du goût depuis 3-4 mois de la grossesse, et en particulier, on sait que quand la maman mange sucré, le fœtus va téter, va avaler et va remplir son estomac. Le fœtus baigne dans le liquide amniotique et en avale régulièrement. Or, ce liquide a un goût qui varie selon l'alimentation de la mère. Et dès le 3e mois, grâce à des récepteurs gustatifs placés sur sa langue, il découvre des goûts qu'il aime ou qu'il n'aime pas. On sait très bien que quand la maman mange des goûts amers, eh bien le fœtus ne va pas téter, ne va pas ouvrir la bouche. Mais contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce que vous consommez un aliment que vous aimez que votre bébé l'adorera lui aussi. Une étude a montré que pour l'habituer suffisamment au goût des carottes, pour s'assurer qu'il les aimera, il faudrait en consommer matin, midi et soir. J'ai hâte de te voir ta tête, de voir ton petit visage. Et oui, tous les futurs parents le font. Ils parlent à leur bébé qui va naître. Mais le fœtus entend-il et de quelle manière? Dès 3 mois, dès 4 mois, le fœtus écoute, entend. Alors évidemment, c'est des bruits très sourds, c'est des bruits qui viennent de la mère, c'est des bruits internes. Tout ce qui se passe dans le tube digestif de la mère, c'est-à-dire l'estomac, l'intestin, etc. Le fœtus entend donc tous les bruits que fait sa mère. Ils lui sont transmis par vibration. Mais qu'en est-il des bruits extérieurs? Les bruits extérieurs, il va les ressentir que s'ils sont proches, très proches. Des études montrent que les fœtus perçoivent les sons à partir de 90 décibels. C'est le bruit que fait cette voiture de sport quand vous êtes à quelques mètres. Mais rassurez-vous, avant de parvenir au fœtus, les sons extérieurs sont amortis par les parois du ventre et par le liquide amniotique. Ils sont donc atténués. Quand vous avez un cri à l'extérieur du ventre ou que vous passez l'aspirateur et que vous avez un bruit à 90 décibels, l'enfant, lui, ne va percevoir que 30 à 40 décibels de ce bruit. Le développement du système auditif à partir du 3e mois est essentiel, car c'est grâce à lui que le fœtus va développer ses premières capacités cérébrales. Judith Gervin est chercheuse. Elle et son équipe ont fait une découverte incroyable. Ils se sont rendus compte qu'à la naissance, les bébés gardaient en mémoire des traces de leur vie in utero.
quand ils naissent, ils sont capables de reconnaître la ou les langues que leur maman a parlé pendant la grossesse. Ils sont capables de reconnaître la voix de leur mère et ils sont également capables de reconnaître certaines histoires, des petites histoires que leur maman leur a racontées pendant la grossesse. Mais comment les chercheurs ont-ils fait pour le découvrir? Il y a une étude donc qui permet de voir ça. Les nouveau-nés têtent sur une tétine qui a un capteur dedans et ça déclenche des phrases, soit dans une langue qu'ils ne connaissent pas, soit dans leur langue maternelle. Les résultats de l'expérience ont montré qu'après quelques minutes, les bébés qui entendaient une langue étrangère arrêtaient de téter, alors que ceux qui entendaient leur langue maternelle continuaient. Cela montre bien qu'ils font la différence. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils ont mémorisé des mots. Ce qu'ils entendent, c'est vraiment la musicalité, la mélodie, l'intonation de la langue maternelle. C'est parce que en fait, les tissus, le ventre de la mère fonctionnent comme un filtre. Donc en fait, c'est comme si on parlait avec un oreiller devant la bouche. Dans le ventre de la mère, tous les sons, on les entend comme ça. Voilà pourquoi les fœtus ne peuvent pas distinguer deux langues avec une musicalité proche, comme le français et l'espagnol. Un cabezazo, Victor. Dame un cabezazo. Paf. Vous savez maintenant qu'avant la naissance, le fœtus entend, sent et même enregistre des informations qui seront essentielles à son développement dans sa vie de nourrisson. La grossesse, un état qui véhicule un nombre impressionnant d'idées reçues et de croyances parfois insolites. Régime pour choisir le sexe du futur enfant, lubies alimentaires des femmes enceintes, les spécialistes de E = M6 vont nous aider à y voir plus clair. Fille ou garçon? Vous avez certainement une petite préférence. En 2016, en France, il y a eu 747 000 naissances, soit environ 85 bébés toutes les heures. Pour 100 filles, il naît environ 105 garçons. Alors, à votre avis, une future maman peut-elle choisir le sexe de son enfant en modifiant son alimentation? Oh, j'ai déjà entendu cette fable de choisir le sexe du bébé. On m'a dit que quand on mange des yaourts, on avait des garçons. C'est ce que je sais. Il paraîtrait que si on mange plus sucré, on aurait plutôt une fille. Et si on mange plutôt salé, on aurait plutôt un gars. Donc, mais bon, je pense pas que ça soit fiable. Ce régime très médiatisé, c'est le régime du docteur Papa. Ce célèbre gynécologue affirme que l'alimentation d'une future maman, si elle est riche en calcium et en sucre, favorisera la naissance d'une fille. A l'inverse, si elle est riche en sodium et en potassium, cela favorisera celle d'un garçon. Le potassium et le sodium sont des sels minéraux qui jouent un rôle très important dans le bon fonctionnement de notre organisme. Charlène aimerait bientôt tomber enceinte et elle préférerait avoir un garçon. Alors, elle a décidé de suivre ce fameux régime. Viande, toute permise à volonté. Charcuterie, ça c'est bon ça. Poisson, c'est bon. Je suis en train de voir ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit. Et là, les œufs, j'ai pas le droit. Fromage non plus, tout ce qui est laitage, je peux pas. Durant les 4 mois qui précèdent sa future grossesse, Charlène va ainsi privilégier le sel, les viandes et les poissons, et bannir le lait, les œufs ou le chocolat. Si elle avait voulu avoir une petite fille, elle aurait adopté un régime avec beaucoup de laitage, de la viande blanche, des épinards, mais pas de légumes secs et le moins de sel possible. Même une simple noisette de beurre est proscrite. C'est sec quand même. Mais comment un régime alimentaire peut-il fonctionner puisque, on le sait tous, c'est au moment de la fécondation que le sexe du futur enfant est déterminé? Le docteur Rosan, gynécologue, nous en dit plus. Le principe de la fécondation est très simple, c'est la rencontre de deux cellules, l'une qui vient de l'homme, l'autre qui vient de la femme. Celle de l'homme s'appelle le spermatozoïde, il y en a deux sortes, un qui porte le chromosome X, qui est donc la symbolique féminine, un autre qui est de la symbolique masculine, qui est l'Y. C'est donc bien le spermatozoïde du papa qui va déterminer le sexe du bébé. Sauf que dans la course au spermatozoïde vers l'ovule, la physiologie des mamans peut favoriser les X ou les Y à la ligne d'arrivée. L'acidité du vagin de la femme et de l'utérus vont mettre le spermatozoïde en concurrence. Plus c'est acide, plus les spermatozoïdes Y iront plus vite.
En milieu acide, les Y, ceux qui donnent les garçons, atteindraient les premiers l'ovule. Or, ce qui rend un vagin acide, c'est une alimentation riche en sodium et en potassium. Le régime que suit Charlène. Donc, ça peut marcher. Ce régime peut s'appliquer d'après les statistiques à 75%, mais n'est pas fiable à 100%. Et à ce jour, aucune étude scientifique n'a été publiée, donc rien n'est formellement prouvé. Et ce régime, qu'en pensent les médecins nutritionnistes? Je ne peux que dire attention à toute forme de régime qui exclut des familles entières d'aliments, parce qu'une grossesse, c'est forcément un corps exigeant. En minéraux, vitamines, oligo-éléments, il ne faut pas débuter une grossesse en situation de carence. Vous l'aurez compris, pour bien préparer son corps avant une grossesse, il faut avant tout une alimentation équilibrée. Autre légende tenace, la forme du ventre d'une future maman donnerait une indication sur le sexe de l'enfant. Il paraît que quand le ventre est pointu, ce serait un garçon, et quand il est moins pointu, ce serait une fille. J'ai entendu ça pendant 3 ou 4 mois. Toutes les vieilles mémés me disaient « Ah vous aurez un garçon, c'est sûr ». Johanna et Adrien attendent leur premier enfant. Ils vont connaître aujourd'hui le sexe de ce futur bébé. Ma maman et plusieurs amis m'ont fait des pronostics aussi par rapport à la forme de mon ventre. Il serait plutôt tout rond. Donc peut-être une fille. 22e semaine de grossesse, le docteur Barral-Goldstein va enfin lever le doute. Donc aujourd'hui, on va savoir. Alors, là, on a les petites fesses en haut. Je vous montre l'image. On est entre les jambes là. Alors là, c'est évident, on voit un petit garçon, non? Voilà, donc là, vous avez un beau zizi là. Oui. Super. Voilà. Oh, mamie s'est trompée. Mamie était formelle. Formelle fille? Oui, c'est une fille. Et oui, le ventre de Johanna était rond, d'après la croyance, comme pour une fille. Tous ces mythes sont bien sûr infondés. Je pense que c'est un petit peu un fantasme, le fantasme du petit garçon, le zizi, le côté pointu, donc l'imaginaire phallique, le ventre rond, plutôt la forme de l'utérus, donc petite fille. Pourtant, c'est bien réel, les ventres des femmes enceintes n'ont pas tous la même forme. Pourquoi? La forme du ventre de la maman dépend d'une grande partie de la forme de l'utérus et de la position de l'enfant à naître dans l'utérus. Autre facteur, l'âge de la maman qui fait que sa ceinture abdominale sera plus ou moins tonique et donc le ventre plus ou moins relâché. Pointu ou rond, inutile donc de faire des pronostics, ce n'est pas une affaire de sexe. Envie de fraises, de steak tartare, là aussi les légendes autour des lubies alimentaires des femmes enceintes sont légion. D'un coup, elles ont des envies quasi incontrôlables. En fait, j'avais toujours envie de prendre un bon burger. Moi, j'ai mangé des sushis pendant 3 ou 4 mois. Les femmes enceintes ont plutôt envie de fraises, moi j'ai plutôt envie de clémentine. Laure entame son 5e mois de grossesse. Et des lubies alimentaires, elle en a. Il suffit d'ouvrir ses placards. Il y a eu plusieurs phases. Donc la première phase, c'est vrai que c'était les chips. Ensuite, je suis vite passée aux bonbons. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt la phase fromage. Alors c'est vrai qu'en termes de régime alimentaire, c'est pas terrible. Bon, la période de grossesse, ça dure que 9 mois. Donc j'ai décidé que pendant 9 mois, je me faisais plaisir et je pensais à autre chose. Chips, bonbons, fromage, est-ce un caprice ou Laure a-t-elle une excuse, disons, scientifique? Oui, les envies alimentaires des femmes enceintes existent bien. Et il y a une raison physiologique à ça. C'est le véritable orage hormonal que connaît la femme pendant 9 mois. Elle est inondée d'estrogène, de progestérone. Et ceci a une influence sur son comportement. Elle a faim. Elle a envie de manger beaucoup plus de féculents, beaucoup plus de sucreries. Et c'est probablement lié à cette inondation hormonale. Pendant la grossesse, la progestérone et les œstrogènes s'activent pour préparer la venue du futur bébé. Ces deux hormones lancent des appels au cerveau, au cœur du système nerveux, dans la partie qu'on appelle l'hypothalamus. C'est ce qui déclenche ces envies irrépressibles de nourriture. Des envies qui viendraient en fait combler des carences bien réelles. C'est la raison pour laquelle les femmes enceintes ont des envies. Des envies de fraises, les fraises sont riches en vitamine C, peut-être manque-t-elle de vitamine C. Des envies de chocolat, peut-être manque-t-elle de magnésium, mais pas que. Parce que avoir envie de se jeter tous les jours sur le flanc à notre coco, je suis désolée, j'aurais pas d'explication physiologique à ça. Fringale justifiée ou pas, attention au kilo. La prise de poids recommandée ne doit pas excéder
bébé 11 à 12 kilos. Vous l'avez compris, si certaines légendes à propos des femmes et de leur grossesse ont un fond de vérité scientifique, notre imagination est très fertile et ce n'est pas près de s'arrêter. Prise de poids, nausées, douleurs abdominales, 10 à 50% des futurs papas ressentiraient eux aussi les mêmes symptômes que les femmes enceintes. C'est ce qu'on appelle une couvade. Et vous, que vous inspire ce phénomène encore mystérieux pour la science? Une couvade, ça viendrait peut-être de couver, j'imagine. Couver des marmots. C'est quand le mari grossit quand sa femme est enceinte. Pour moi, ça représente 4 kilos. 4 kilos, j'ai pris 4 kilos. Tendance à prendre du ventre, à marcher un peu en canard, voire à se cambrer un peu, alors que finalement, il n'y a pas le bébé, mais c'est comme s'il couvait lui aussi. Alors, que se passe-t-il dans la tête de ces futurs pères? Ce phénomène s'accompagne-t-il également de changements physiologiques? Pour en savoir plus, direction Bagnols-sur-Loing en Île-de-France. Carole et Kevin sont en plein préparatif car ils attendent un heureux événement. Nous allons être parents d'une petite fille. C'est fabuleux. 6 mois de bonheur pour l'instant. C'est ça. Regarde. Elle veut déjà des bisous. Si notre future maman connaît des bouleversements psychologiques et physiques bien connus, comment la grossesse se passe-t-elle du côté de Kevin? Je pense qu'il mange ce que moi j'ai pas le droit de manger à ma place. Du coup, Moi j'ai pris facile une dizaine de kilos. moi 5. Attention. 5, mais ouais. Plus que moi. Beaucoup plus rond toi. Mais... Oui, mais... Kevin est aux anges. Mais avec cette prise de poids de 10 kilos, ne ferait-il pas une petite couvade? À la maternité de l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, Benoît Le Goédec est un des rares hommes qui exerce le métier de sage-femme. Dans ses cours de préparation à l'accouchement, les papas sont les bienvenus. Donc les femmes, elles le vivent en plein, qu'elles portent l'enfant. Les hommes, elles le vivent un peu en décalé ou à côté, mais en fait, ils y passent quand même. Pour notre spécialiste, aucun doute, il existe bien un syndrome de la couvade. Les petits éléments qui pourraient s'apparenter à une couvade, comme une prise de poids de 8 kg, de 10 kg, des douleurs lombaires un petit peu permanentes ou des angoisses, oui, ça c'est assez fréquent, je dirais que c'est la moitié des hommes. Ceux qui sont bloqués du dos, voire même d'autres qui ont eu des nausées, c'est beaucoup plus rare, peut-être 10% des hommes et encore. Car dans la liste des troubles classiques de la femme enceinte, que ressentent parfois les pères, il y a le mal de ventre. D'un coup, j'ai un mal de ventre qui arrive, ça dure 20-30 minutes, voire une bonne journée. Et au fur et à mesure, ça passe. Il n'y a plus rien. Il n'y a jamais rien eu et il n'y a rien et il n'y aura rien. Alors, qu'est-ce qui provoque ces petits désagréments? Direction le laboratoire de psychologie de l'Université Paris-Descartes. Caroline Boiteau, psychologue, étudie la façon dont les futurs pères vivent la grossesse de leur compagne. Pour cela, elle a questionné une 60aine de jeunes papas. Et voici, selon elle, ce qui déclenche une couvade. La couvade, c'est une manifestation psychosomatique, c'est-à-dire que c'est un trouble psychique, donc un trouble qui vient du cerveau, qui va se manifester au niveau du corps. Donc c'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans l'eczéma ou les personnes qui sont angoissées et qui vont avoir des brûlures d'estomac. Et donc là, c'est un peu la même chose pour le syndrome de la couvade. C'est un peu une espèce de grossesse nerveuse où en fait tout ce qui va se passer psychiquement chez le papa, ses inquiétudes par rapport au fait de devenir papa, vont se manifester physiquement. La science l'a prouvé. Des troubles émotionnels peuvent faire réagir notre système nerveux. Celui-ci envoie alors des signaux de détresse au corps qui se traduisent parfois par des manifestations physiques bien réelles. C'est le cas de la couvade qui exprime physiquement une angoisse chez les futurs pères. La couvade serait aussi pour les hommes une façon de mieux comprendre par mimétisme ce que vivent les femmes enceintes. Car n'oubliez pas, pour eux, c'est un mystère. C'est pas facile de savoir vraiment qu'est-ce que ressent une future maman, donc on essaye de suivre comme on peut, quoi.
Moi, j'ai vécu la grossesse, mais à 200%. J'étais à fond. Il essayait tellement de se mettre à ma place que parfois il était presque dans les mêmes ressentis. Pour éviter ces manifestations psychosomatiques, désagréables mais sans aucune gravité, n'hésitez pas à accompagner la maman lors des cours de préparation à l'accouchement. Si la couvade ne touche que quelques papas, il y a un phénomène physique qui, sans qu'ils le sachent, les concerne tous. Les bouleversements hormonaux. Ce que le docteur Devaux, andrologue, va vous révéler risque de vous surprendre. Le chamboulement hormonal dans le corps de la mère était connu depuis longtemps, ça c'est clair. Chez l'homme, c'était beaucoup moins connu, mais c'est étudié depuis quelques années et on s'est aperçu qu'effectivement, le taux de testostérone chez les hommes diminuait régulièrement au cours de la grossesse. La testostérone, c'est l'hormone de la virilité. Elle influence l'agressivité, la force physique, mais aussi nos désirs sexuels. Des scientifiques américains ont découvert il y a 2 ans que cette testostérone baisse chez l'homme pendant la grossesse de sa compagne. Alors, que pouvons-nous en déduire ? Il existe vraisemblablement une conduite différente à ce moment-là de l'homme qui est plus protecteur, plus proche, plus dans l'empathie, dans la protection de la mère. Et donc, du coup, si on lui gardait un taux de testostérone, je dirais, élevé, ce serait un peu en contradiction puisqu'il y aurait une recherche de sexualité, peut-être, voire même ailleurs, imaginons, et que donc, en fait, ça le détournerait de la protection du petit à venir. Et des scientifiques ont découvert une modification hormonale chez certains futurs pères encore plus incroyable. Alors, dans le syndrome de la couvade, certains ont constaté parfois une augmentation d'une petite hormone qu'on appelle la prolactine. Ça sert à la lactation. Ça augmente considérablement chez la femme enceinte et particulièrement après l'accouchement pour faire la montée de lait et donc justement pouvoir nourrir le bébé. Vous le voyez, la nature est bien faite. Ces bouleversements hormonaux permettent au futur père d'accompagner la maman et son enfant à venir. Je suis quand même beaucoup plus calme. Je suis Avenant. très tactile, très avenant. Il est présent, il est sécurisant aussi. Hein, c'est une chance. Hein. Si pour le bien de l'enfant à naître, il est essentiel que la mère vive sereinement sa grossesse, c'est aussi le cas pour le père. Dans tous les cas, un papa qui se sent bien, qui se sent à sa place, impliqué et à l'aise dans la grossesse, l'accouchement, les premiers temps avec son bébé, c'est un papa qui est aussi plus soutenant pour sa conjointe et c'est aussi un papa qui va être plus impliqué avec son enfant dès les premiers moments. Et il y a des études qui montrent que ça a des conséquences en fait, sur le développement de l'enfant. Dans cette grande aventure qu'est la grossesse, vous savez maintenant que la couvade est un syndrome qui existe vraiment chez certains futurs pères, mais qu'à peu près tous connaissent des changements hormonaux. Loin d'être des maladies, ces transformations rentreront naturellement dans l'ordre avec l'arrivée du bébé. Je serai un vrai papa poule, ça c'est sûr. Un vrai papa. Toujours près d'elle. Elles auraient une humeur en dents de scie, tout le temps chaud et seraient très tête en l'air. Ce sont les femmes enceintes. Plus agréables, elles auraient des cheveux de sirène et une peau de bébé. Ces idées reçues sont-elles scientifiquement prouvées? On vous dit tout. Et vous, quand on vous dit femmes enceintes, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Je suis fatigué, je suis pas bien, j'ai trop chaud. Elles s'énervent super vite, mais elles peuvent se calmer aussi super vite. Elles peuvent pleurer, rigoler, tout est foissant en fait. Elles sont belles, radieuses, magnifiques, charmantes et de mauvaise humeur aussi. L'idée reçue numéro 1, c'est donc l'humeur changeante de la femme enceinte. Vérifions. Nous sommes à Paris, chez Fanny, enceinte de 7 mois, et son mari Émeric. Ils sont déjà parents d'un petit Jo âgé de 2 ans et demi. Alors Fanny est-elle différente lorsqu'elle est enceinte? Elle est extra sensible, ouais. Je passe du rire aux larmes très facilement. Les 4 premiers mois, j'étais irritable pour un rien. Ça peut être quelqu'un qui me laisse pas la place dans le métro.
je vais trouver ça honteux, je vais lui dire, je vais limite lui aboyer dessus, alors que la personne ne l'avait juste pas vu. J'ai l'impression quand même qu'on se fait engueuler plus souvent quand sa femme est enceinte. Et effectivement, ça fait un peu bizarre au début. On espère que ça va pas durer trop longtemps. On entend souvent dire que ce sont les hormones qui sont responsables de ces changements. Les hormones, nous vous en parlons souvent dans E = M6. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? À la maternité de l'hôpital Tenon à Paris, nous avons posé la question à Nathalie Chabert-Buffet, endocrinologue spécialiste des femmes enceintes. C'est une molécule, donc quelque chose de tout petit, qui est produit par les différents organes du corps et qui a comme particularité de pouvoir agir à distance de l'endroit où elle est produite. Les hormones sont des molécules dérivées des graisses et des protéines que nous absorbons en mangeant. Le corps humain en produit en continu une 50aine de variétés différentes. On a un petit chef d'orchestre au niveau de la base du cerveau, juste derrière la racine du nez, qui est responsable de commander d'autres glandes comme la thyroïde, les surrénales, les ovaires, les testicules. À leur tour, ces glandes vont produire des hormones qui vont agir dans d'autres organes. Notre cerveau commande donc à une dizaine de glandes endocrines de fabriquer des hormones. Ensuite, ces hormones circulent dans notre sang pour aller transmettre leur message aux organes concernés. Et ces messagers chimiques, qui sont de toute petite taille, ont des effets incroyables sur notre organisme, notamment chez les femmes enceintes. La progestérone, qu'on appelle aussi souvent l'hormone de la maman, elle a un effet relaxant sur l'utérus, qui est un muscle, et qui pourrait avoir envie de se contracter de façon prématurée. Les hormones permettent donc à la grossesse de se dérouler correctement et jusqu'au bout. Deux d'entre elles jouent un rôle particulier. Il s'agit des œstrogènes et de la progestérone. Pendant 9 mois, leur production augmente de façon spectaculaire. Par exemple, le taux d'œstrogène d'une femme enceinte peut être multiplié par 1000. Et forcément, cela s'accompagne d'effets secondaires. Les hormones fluctuent dans le temps, elles fluctuent au fil de la journée, il y a des variations en permanence et donc il est probable que les fluctuations hormonales font que les femmes ont des variations d'humeur. Les sautes d'humeur des femmes enceintes, ce n'est donc pas un mythe. Il y a une explication physiologique. Autre modification que subissent les femmes enceintes, celle de la peau, des ongles et des cheveux. Leur qualité est supposée s'améliorer pendant la grossesse. Et pour Fanny, notre future maman, c'est évident. J'ai les cheveux qui s'engraissent beaucoup moins vite, qui repoussent à une allure folle. J'ai la peau beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus douce. Donc je redécouvre ce que c'est d'avoir une peau de bébé. Très agréable. Alors s'agit-il d'une impression ou la qualité de sa peau, de ses ongles et de ses cheveux a-t-elle changé? Là encore, les œstrogènes jouent un rôle très important. Les œstrogènes sont des hormones qui contribuent à la production de molécules élastiques qui favorisent la bonne trophicité, comme on dit, c'est-à-dire la bonne qualité, la souplesse de la peau, des cheveux ou des ongles. Pendant la grossesse, l'avalanche d'œstrogènes booste la circulation sanguine pour mieux irriguer le placenta et fournir les nutriments essentiels au bébé. Conséquence, l'épiderme de la maman est mieux hydraté et oxygéné. Malheureusement, ces effets miraculeux disparaissent rapidement une fois que le bébé est né. Autre idée reçue sur les femmes enceintes, elles auraient tout le temps chaud. Pour le vérifier, nous avons demandé à Elsa, enceinte de 8 mois, de prendre sa température. Là, je suis à 37,6 et d'habitude, je suis plutôt 37,2. C'est vrai qu'on n'a jamais froid quand on est enceinte. Là, en ce moment, j'ai un peu de bouffée de chaleur de temps en temps et tout, donc je me dis que c'est peut-être lié à cette température un peu plus élevée. Ouais. Cette légère augmentation de température explique-t-elle la sensation de chaleur? Et à quoi est-elle due? Pendant la grossesse, sous l'effet des très fortes doses de progestérone, on observe souvent une augmentation de la température du corps ou en tout cas une impression d'avoir chaud. Les femmes enceintes connaissent donc bel et bien une augmentation de leur température corporelle, ce qui peut contribuer à la sensation de chaleur qu'elles ressentent. Dernière idée reçue, les femmes enceintes oublieraient tout. En clair, elles auraient une mémoire de poisson rouge. Qu'en pensent Fanny et Émeric? Je retiens absolument tout, les dates, les anecdotes, tout le temps. Et enceinte, j'ai des trous de mémoire que j'ai pas du tout d'habitude. Moi, je note rien, c'est elle qui prend tous les rendez-vous.
Et effectivement, pendant la grossesse, il y a des rendez-vous qui sautent sans que ce qui n'est pas son état normal. Alors, est-ce à cause d'une modification du cerveau ? À l'université Pierre et Marie Curie, nous avons posé la question à Sakina Maouti-Kodja, chercheuse en neurosciences. Ce qui a été montré, c'est une réduction du volume de la matière grise dans certaines régions du cerveau, et en particulier dans le cortex préfrontal. La matière grise est constituée de neurones et de connexions neuronales qui nous permettent d'interagir avec le monde extérieur. Fait étonnant, pendant la grossesse, les scientifiques ont remarqué qu'elle se réduisait fortement dans des zones bien précises. Regardez, à gauche, les images de cerveau de femmes qui ne sont pas enceintes. Et à droite, les images de cerveau de femmes enceintes. On voit effectivement ici ce qui est entouré en bleu. Ce sont les régions dans lesquelles on a mesuré le volume de la matière grise. Donc on voit ici qu'il y a une diminution du volume de cette région cérébrale. Ces changements dans la structure cérébrale se produisent dans le cortex préfrontal. Une zone qui commande, entre autres, notre perception et notre réflexion face à ce qui nous entoure. Or, les scientifiques ont fait une découverte étonnante. On a montré des images, soit du bébé, soit le son du bébé aux mères enceintes. Et ce sont ces régions-là où on a observé cette réduction du volume de la matière grise qui ont été activées. Le cerveau se réorganise donc au moment de la grossesse. Mais pourquoi ? Ça pourrait être effectivement un resserrement du réseau, une communication peut-être plus étroite entre les différents types cellulaires, dont on peut imaginer que ces changements peuvent favoriser la relation entre la mère et son enfant. Alors, est-ce pour cette raison qu'elle serait moins attentive au reste du monde et donc plus étourdie ? Le lien n'est pas très évident, donc pour le moment on ne sait pas. Ça pourrait peut-être être lié à l'état d'anxiété de la femme, de certaines femmes au cours de la grossesse, plutôt qu'à l'état de grossesse. La grossesse modifie donc le cerveau des femmes, mais cela n'explique pas pour autant les petits oublis. Vous l'avez vu, les femmes enceintes subissent un tas de transformations hormonales et physiologiques plus ou moins agréables pour elles et leur entourage. Alors messieurs, soyez indulgents, c'est provisoire.